Bienvenue sur LCP au cœur de l'Assemblée nationale. On va parler d'un feuilleton qui se poursuit, celui de l'A69, ce projet autoroutier de la discorde entre Castres et Toulouse. Il y a la décision judiciaire qui a annulé l'autorisation de lancer les travaux, mais la Cour d'appel a finalement donné son feu vert à la reprise du chantier déjà bien entamé. Et puis il y a la bataille politique entre partisans et adversaires de ce chantier. Une proposition de loi pour le valider était à l'ordre du jour. Retour sur une séance houleuse à la tribune, le ministre des Transports. La parole est à monsieur Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Je me présente aujourd'hui devant votre Assemblée pour l'examen de cette proposition de loi qui revêt une importance particulière, tant pour le développement territorial que pour la sécurisation juridique de nos grandes infrastructures. Permettez-moi tout d'abord de saluer le travail réalisé par les parlementaires autour de cette proposition, les sénateurs Philippe Folliot et Marie-Lise Housseau, ainsi que les députés Jean Terlier, rapporteur du texte, et Philippe Bonnecarrère. Leur engagement illustre parfaitement ce que représente ce projet. Une initiative portée par une large majorité des élus du territoire, d'un territoire, expression démocratique de la volonté locale. Le Sénat a d'ailleurs clairement manifesté son soutien à ce projet en adoptant cette proposition de loi à une large majorité, confirmant ainsi l'adhésion parlementaire à cette infrastructure structurante pour le territoire tarnais. Les arguments en faveur de cette liaison autoroutière demeurent inchangés et plus que jamais d'actualité. Le bassin d'emploi de Castres-Mazamet, avec environ 50 000 emplois et 132 000 habitants, est le seul bassin de cette importance non relié à la métropole toulousaine par une infrastructure de type autoroutier à 2 fois 2 voies. Plus préoccupant encore, il est le seul bassin de plus de 100 000 habitants en France à n'être desservi ni par une autoroute, ni par une gare TGV, ni par un aéroport international. Cette situation d'enclavement a des conséquences mesurables et durables. Le bassin de Castres-Mazamet est en décrochage par rapport aux agglomérations comparables d'Occitanie en termes de croissance démographique, de dynamisme économique et de création d'emplois. Face à l'attractivité croissante du bassin toulousain, il est impératif de donner à ce territoire les moyens d'accompagner cette dynamique plutôt que de le condamner à rester à l'écart du développement régional. Depuis l'examen de cette proposition de loi au Sénat, une décision juridique majeure est intervenue. Je me félicite des conséquences de la décision de la Cour administrative d'appel de Toulouse du 28 mai dernier, qui a accordé le sursis à exécution des décisions du tribunal administratif ayant annulé les autorisations environnementales. Après analyse, le juge a reconnu comme sérieux l'argument en faveur de l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur du projet. Cette reconnaissance judiciaire conforte la position que nous défendons. Par cette décision, le juge rend possible la reprise par les concessionnaires Atosca et ASF des travaux du chantier. Compte tenu de l'ampleur des étapes nécessaires, les travaux reprendront à partir de mi-juin de manière progressive. La décision de reprise des travaux constitue un véritable soulagement. L'interruption du chantier faisait peser en effet des risques importants sur la sécurité des installations et des personnes, tout en ayant des répercussions lourdes sur le tissu économique local par l'arrêt brutal de l'ensemble des activités. Au-delà de ce projet spécifique et des décisions du 27 février 2025 remettant en cause le projet, cette situation soulève une question fondamentale pour l'aménagement de notre territoire, celle de la sécurisation juridique des grands projets d'infrastructure. Comment accepter qu'une autoroute dont la déclaration d'utilité publique avait été validée après rejet des recours devant le Conseil d'État puisse voir son autorisation environnementale annulée après réalisation aux 2 tiers du projet? À ceux qui nous disent qu'il faut attendre la fin des recours avant d'engager les travaux, je réponds que cette position n'est pas tenable. Cela incite à multiplier les recours. Il y en a déjà beaucoup, dans le seul but qu'un projet ne se fasse jamais. Cela signifie aussi que les actes de procédure
administratives peuvent devenir caduques le temps que l'ensemble des recours soit purgé, créant une insécurité juridique permanente pour nos grands projets d'infrastructure. C'est précisément pourquoi le gouvernement porte dans le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique une disposition visant à reconnaître plus tôt dans la vie des projets la raison impérative d'intérêt public majeur. Cette approche préventive permettra d'éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Je me réjouis d'ailleurs que cet amendement ait été adopté au sein de votre Assemblée mercredi dernier et j'espère vivement qu'il sera maintenu dans les discussions de la commission mixte paritaire. Dans le respect de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice, le gouvernement entend poursuivre la défense de ce projet par la voie juridictionnelle. Il nous reste en effet l'appel devant la Cour administrative d'appel de Toulouse sur le fond du dossier, tout en laissant au Parlement l'entière liberté de ses travaux législatifs. Plus que jamais, je réaffirme le soutien du gouvernement à ce projet structurant pour le Tarn, aux côtés des collectivités territoriales, et réitère sa conviction quant à la nécessité de celui-ci dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur. Je souhaite que la reprise des travaux se fasse au plus vite, tout en restant vigilant à ce qu'elle reste irréprochable sur la prise en compte des enjeux de protection de l'environnement. Mesdames et messieurs les députés, vous êtes aujourd'hui appelés à vous prononcer sur un texte qui dépasse le cadre d'un simple projet d'infrastructure. Il s'agit d'un enjeu d'aménagement du territoire et de justice territoriale. Face aux tentatives d'obstruction qui visent à empêcher l'examen de ce texte, je compte sur votre détermination à permettre un débat démocratique, serein et constructif. Le territoire tarnais et ses habitants méritent que cette Assemblée puisse se prononcer en toute liberté sur cette proposition de loi. Le Parlement doit pouvoir exercer pleinement les prérogatives que lui confère notre Constitution dans le respect de l'État de droit et au service de l'intérêt général. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Le rapporteur de cette proposition de loi, vous le connaissez bien si vous regardez LCP, c'est Jean Terlier, député du Tarn, l'A69, c'est son combat. À la tribune, il défend les arguments en faveur de la reprise du chantier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues. Une fois n'est pas coutume, et encore aujourd'hui, mes chers collègues, vous allez m'entendre parler de l'autoroute et de l'autoroute A69. Mais en réalité, pas seulement de cette autoroute A69. Nous allons parler aujourd'hui d'aménagement du territoire, d'aménagement d'un territoire rural qui se sent trop souvent délaissé, qui se sent trop souvent enclavé, ce que va permettre cette autoroute A69. Au fond, mes chers collègues, cette autoroute A69, ça n'est pas une autoroute qui a été réalisée par coquetterie. C'est une autoroute qui ne va pas desservir des stations de ski ou qui ne va pas desservir des personnes pour qu'elles aillent à la mer. C'est une autoroute où on va avoir besoin pour y travailler, pour y habiter, pour se déplacer et pour s'y soigner. Au fond, Jean Castex, lorsqu'il est venu annoncer le nom du concessionnaire à Castres à mon invitation, il a dit une chose très juste. Aujourd'hui, je viens réparer une injustice territoriale. Et cette décision, comme vous l'avez justement dit, Monsieur le Ministre, c'est une communauté d'agglomération, Castres-Mazamet, un bassin d'emploi de plus de 100 000 personnes qui n'est ni desservie par une autoroute, ni par un aéroport international, ni même par une gare TGV, et c'est la seule exception qui existe en France. Et donc cette décision de désenclaver le sud du Tarn, mes chers collègues, elle a été prise par ceux qui ont la légitimité de prendre cette décision, à savoir les élus et les habitants de ce territoire, il y a maintenant 30 ans. Ce choix, il a été fait en 2010, le choix de la concession autoroutière. Et je tiens ici évidemment à remercier le président François Hollande, qui était celui qui était à l'initiative du choix de la concession. Je crois qu'il faut ici le souligner et remercier à travers lui la présidente de région Carole Delga, qui a poursuivi l'engagement qui avait été pris en assurant le financement de cette autoroute 69. Mais c'est aussi également le choix des habitants de ce territoire. Les habitants de ce territoire qui se sont, au fond, déclassés par le fait de ne pas pouvoir être reliés à la métropole toulousaine et qui ont exprimé dans le cadre d'un sondage que plus de 75% d'entre eux souhaitaient l'arrivée de cette infrastructure autoroutière. C'est enfin le choix des élus
plus de 500 élus qui ont manifesté leur intention de réaliser cette infrastructure autoroutière. Et je veux ici remercier le président de la communauté agglomération Castres-Mazamet, Pascal Bugis. Je veux ici remercier le président du conseil départemental socialiste, Christophe Ramon. Je veux ici remercier à nouveau la ministre Carole Delga, qui a soutenu contre vents et marées cette infrastructure autoroutière, mais aussi également Jean-Luc Moudinque, mes chers collègues qui sont de Toulouse. Jean-Luc Moudinque, qui a, lui, le maire de Toulouse, indiqué qu'il était favorable à la création de cette autoroute pour le développement de ce bassin d'emploi du sud du Tarn. Et enfin, c'est toutes les forces vives d'un territoire qui soutiennent ce chantier de l'autoroute A69, avec plus de 500 entreprises qui ont manifesté leur volonté d'aboutir sur ce chantier. Alors ce sud du Tarn, ce bassin d'emploi Castres-Mazamet, c'est un bassin d'emploi qui a fait preuve de résilience, qui a attendu la déclaration d'utilité publique de ce chantier en 2017. Et je tiens ici à remercier Madame la ministre Elisabeth Borne qui a signé en 2017 ces 2 déclarations d'utilité publique. Mais aussi vous, mes chers collègues, souvenez-vous, en 2019, vous avez voté le financement de cette autoroute dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Et enfin, que dire de l'arrêt du Conseil d'État qui, en 2021, dans une décision, a elle-même validé la déclaration de l'utilité publique en venant dire que sur la base de critères socio-économiques, cette autoroute devait se faire. Alors mes chers collègues, je tiendrai de ce côté-là à vous rappeler qu'il y a eu 14 décisions de justice, puisque vous avez saisi à 14 reprises le tribunal de Toulouse pour demander la suspension ou l'arrêt des travaux. Parce qu'aujourd'hui, de quoi parlons-nous? D'une autoroute qui est réalisée à plus de 70%, 300 millions d'argent public et privé qui ont été engagés pour la réalisation de cette infrastructure autoroutière. Il est temps évidemment de la terminer. Il est temps, évidemment, aussi également de respecter les décisions de justice. Et nous allons parler dans un instant de la séparation des pouvoirs. Mais comment aujourd'hui ne pas respecter cette décision de justice? Et Monsieur le Ministre, je m'en satisfais autant que vous. C'est la décision de la Cour administrative d'appel qui a prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif et qui permet aujourd'hui que nous puissions retrouver des travaux, que ces travaux se poursuivent et se terminent enfin. Et expliquer aussi également à ceux qui nous écoutent que chaque mois qui passe de l'arrêt de ces travaux, c'est 10 millions d'argent public qui sont gaspillés en pure perte. Alors, compte tenu de cette décision, il a été pris 2 initiatives. Je la salue, Monsieur le Ministre, c'est la vôtre, par l'intermédiaire de votre ministère, du gouvernement, d'avoir interjeté appel de cette décision du tribunal administratif. Mais c'est aussi également une initiative parlementaire. Et je voudrais ici remercier mon collègue Philippe Bonnecarrère qui a accepté de déposer cette proposition de loi pour permettre de valider ces autorisations environnementales, mais aussi également dans les mêmes termes, les 2 sénateurs du Tarn qui ont accepté de faire de même. Et avec un vote, il faut le rappeler ici, mes chers collègues, vous qui êtes attachés à la démocratie parlementaire, un vote massif au Sénat en faveur de cette loi de validation. Cette loi de validation, mes chers collègues, contrairement à ce qui a pu être évoqué par certains groupes dans l'hémicycle, eh bien, elle est tout à fait légale. Elle est autorisée et de jurisprudence par le Conseil constitutionnel depuis une décision du 22 juillet 1980. Il existe en réalité 5 conditions, et notamment 2 d'entre elles qui feront l'objet aujourd'hui d'un examen. Espérons-le si, encore une fois, et je vous y incite, nous pourrons avoir un débat et un vote si vous retirez évidemment les 700 amendements que vous avez déposés. Ces conditions, elles sont les suivantes. La première, évidemment, c'est celle qui tient au fait qu'on doit être en présence d'un acte administratif, et en l'occurrence des autorisations environnementales, qui ne font pas l'objet d'un jugement qui est devenu définitif, qui soit passé en force de chose jugée. Et en l'occurrence, et Monsieur le Ministre l'a rappelé, dès lors qu'il y a eu un appel du jugement rendu par le tribunal administratif, nous sommes évidemment dans nos prérogatives en l'absence d'un jugement définitif. La deuxième condition, mes chers collègues, et là encore, je voudrais vous le rappeler, c'est que nous devons apprécier quels sont les motifs impérieux d'intérêt général qui portent sur ces lois de validation. Et que dire de ces motifs d'impérieux d'intérêt général? Je me permets de vous les rappeler à cette tribune. Des critères socio-économiques qui sont éloquents. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre. Un territoire qui est en déprise démographique. Sachez, mes chers collègues, qu'entre 1990 et 2021, le sud du Tarn a perdu 5% de sa population, alors que dans le même temps, des agglomérations comme celle de Montauban ont augmenté sa population de 30% et l'agglomération albigeoise de 20%. Que dire du taux de pauvreté qui est supérieur à 20%? Que dire du taux d'activité qui est parmi les plus faibles de la région Occitanie? Que dire enfin du taux de chômage qui est le plus élevé d'Occitanie avec 15%. Que dire enfin du taux d'employabilité qui est quasi nul alors qu'il est en augmentation dans toutes les agglomérations qui sont desservies par une autoroute depuis Toulouse.
Et puis évidemment, les gains espérés, les gains de temps, 25 à 35 minutes pour un trajet. C'est aujourd'hui évidemment des éléments qui sont excessivement importants. Pensez évidemment aux SDIS et aux pompiers qui font les trajets quotidiennement pour aller de l'hôpital de Castres à l'hôpital de Purpan. C'est 300 interventions d'urgence qui sont réalisées tous les ans et qui permettent de sauver des vies. C'est eux qui vous disent aujourd'hui qu'il faut aboutir sur cette autoroute A69 pour permettre une meilleure sécurisation et une meilleure prise en compte des patients. La sécurité, ça a été dit, ces 10 dernières années, mes chers collègues, c'est plus de 10 morts, c'est 120 blessés, c'est 65 personnes qui ont été hospitalisées. Et on le sait, une autoroute, elle est 6 fois moins accidentogène qu'une route nationale ou départementale. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, vous avez compris que sur le fond, ces motifs impérieux d'intérêt général qui sont recus par le Conseil constitutionnel, ils sont bien présents. Mais à cela, je voudrais rajouter, et j'en ai dit quelques mots, les conséquences néfastes de l'arrêt du chantier et des conséquences dramatiques en lien avec l'absence de reprise des travaux. Aujourd'hui, c'est 300 millions d'euros d'argent public qui ont été investis. Si demain, le chantier devait être démoli et reconstruit, c'est 500 millions d'euros. C'est le coût qui a été annoncé par le ministère des Transports. Et c'est aujourd'hui, comme vous le savez, tous les mois qui passent de l'arrêt du chantier, 10 millions d'argent public et privé. Et cela aussi, mes chers collègues, ça constitue des motifs impérieux d'intérêt général. Alors je vous incline, mes chers collègues, et je parlerai de ce côté-là de l'hémicycle, parce que vous avez déposé, entre la France Insoumise et le groupe écologiste, 766 amendements et sous-amendements sur un article, 73 amendements sur le titre, 522 articles additionnels. Seulement 100 sur l'article unique et plus de 70 amendements ont été déposés. En gros, près de 48 heures de débat, mes chers collègues, alors que vous savez très bien qu'il nous faut aboutir à un vote avant ce soir minuit. Et donc vous avez assumé une stratégie d'obstruction sur cette proposition de loi. Eh bien, mes chers collègues, cette confiscation du débat, cette confiscation du vote me semble parfaitement inadmissible. Et je vous demande, et il est encore temps, de bien vouloir retirer vos amendements pour que nous puissions avoir un débat serein, pour que nous puissions voter sur ce texte, parce que vous le savez, vous avez perdu le vote au Sénat, vous avez perdu le vote en commission développement durable et aménagement des territoires, et vous perdrez le vote encore aujourd'hui. Et cette raison et cette stratégie d'assumer, de faire obstacle au vote est parfaitement scandaleuse. Aussi, mes chers collègues, si vous veniez à ne pas évidemment déposer et retirer vos amendements, nous en tirerions toutes conséquences par rapport à votre action qui vise à parasiter le débat et à empêcher le vote qui se trouve être quelque chose de profondément antidémocratique. Donc mes chers collègues ici présents, encore une fois, merci pour votre soutien et puis vive l'autoroute A69. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Le groupe de la France Insoumise a déposé une motion de rejet pour empêcher l'examen de cette proposition de loi controversée qui valide le chantier de la 69 pour empêcher toute nouvelle suspension des travaux. Elle expose ses griefs à la tribune par la voix d'Anne Stenbach-Ternoir. J'ai reçu de Madame Mathilde Panot et des membres du groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Madame Anne Stenbach-Ternoir. Merci. Merci, Madame la Présidente. 27 février 2025, décision historique du tribunal administratif de Toulouse. L'autoroute A69 est déclarée illégale. Le chantier est arrêté. Stupeur et tremblement au plus haut sommet de l'État. La justice s'est prononcée en toute indépendance, plaçant l'intérêt général et la protection du vivant au-dessus des intérêts privés et économiques de quelques-uns. Après 2 ans de recours, la justice a tranché non. Il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur à la destruction de 162 espèces protégées. Pas de raison impérative d'intérêt public majeur à l'artificialisation de près de 400 hectares de terres naturelles, de terres agricoles fertiles, de zones humides précieuses. Pas de raison impérative d'intérêt public majeur à cette autoroute qui longe littéralement une route nationale existante et qu'on aurait pu réaménager. Pas de raison impérative d'intérêt public majeur à ce projet pensé dans les années 90 par et pour le groupe Pierre Fabre, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une autoroute ne crée pas d'activité économique, mais qu'elle la déplace seulement.
Urbanistes et économistes des transports le disent, une route, ça va dans les deux sens. Et c'est le pôle d'attraction le plus fort qui remporte la mise. Ainsi, selon Maxime Genevrier, chercheur urbaniste à l'université d'Albi, l'autoroute va finalement participer à dévitaliser Castres. C'est le phénomène de métropolisation, nous dit-il. C'est-à-dire que plus qu'aujourd'hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. L'inverse donc de ce que prétendent les promoteurs de l'A69 qui disent vouloir désenclaver Castres. Et même le groupe Pierre Fabre, cité dans le rapport du Sénat, le reconnaît. Il n'existe aucune automaticité entre la création d'un équipement autoroutier et le développement économique territorial. En revanche, prétendent-ils, un territoire ne peut pas se développer ou même maintenir son activité économique sans infrastructure de mobilité. Pourtant, Pierre Fabre a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards en 2023, en progression de 5,9% à taux de change constant. On est donc au-delà du simple maintien de l'activité économique et il n'a manifestement pas eu besoin d'autoroute pendant 30 ans pour devenir un grand groupe international. D'autant qu'il est absurde de dire que Castres n'a pas d'infrastructure. Le bassin de Castres-Mazamet est desservi par une voie ferrée dont les cadences pourraient être augmentées, c'est vrai, si on ne mettait pas tant d'argent dans une autoroute absurde, par un aéroport subventionné par la puissance publique et par une route nationale que la 69 veut donc bêtement doubler. Non, il n'y a donc pas d'intérêt public majeur à artificialiser l'équivalent de 500 terrains de foot pour espérer gagner quelques minutes de trajet sur 53 km à 20 € l'aller-retour. Un gain de temps annoncé, par ailleurs largement surestimé, car selon l'ancien président de l'autorité environnementale devant la commission d'enquête de notre Assemblée, les rapporteurs de cette autorité indépendante ont été estomaqués par la façon dont le calcul a été fait. Et puis les climatologues alertent. La hausse des émissions de gaz à effet de serre va nous obliger à terme à baisser nos vitesses sur autoroute. Alors que restera-t-il des peut-être 15 minutes gagnées à ce moment-là? Enfin, il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur à cette autoroute, car l'autorité environnementale le relevait dans ses avis de 2016 et 2022. Les alternatives ont été étudiées de façon superficielle et avec un biais évident. Mais tout ça, l'État le savait déjà. En mars 2023, quand l'État délivre les autorisations de l'autoroute A69, il choisit simplement le passage en force, car dès l'automne 2029, les autorités indépendantes consultées ont rendu des avis très critiques, voire négatifs. L'autorité environnementale qualifiait le projet d'anachronique au regard des enjeux et ambitions actuelles de sobriété, reposant sur des données de trafic et des hypothèses d'émissions polluantes désormais obsolètes. Et le Conseil national de protection de la nature écrivait, lui, l'A69 est en contradiction avec les engagements nationaux et il ne présente pas d'intérêt public majeur, soit très exactement ce qu'a dit la justice. Aucun gain sérieux pour Castres ne justifie de telles destructions. L'État est le seul responsable du fiasco de l'arrêt du chantier car il a choisi le passage en force en connaissant l'insécurité juridique du dossier. La 69 est illégale parce qu'elle ne respecte pas les exigences du droit environnemental. Droit qui n'est pas, monsieur le ministre Tabarot, un droit contre le progrès, comme vous avez osé le dire ici. Et quel progrès quand on défend un projet du siècle dernier. Mais c'est un droit qui protège la population, qui protège nos terres, notre eau, bref, le pays face au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Alors aujourd'hui, à cette tribune, je pense à celles et ceux qui se battent depuis des années contre ce projet, aux plus de 200 personnes placées en garde à vue, aux plus de 130 qui sont poursuivis, aux centaines de blessés, dont 3 par chute grave provoquée par l'intervention des forces de l'ordre, aux grévistes de la faim, aux écureuils qui se sont hissés dans les arbres pour les protéger, à Alexandra qui a dû quitter sa maison après avoir subi 2 tentatives d'incendie qui auraient pu lui coûter la vie ou celle de son petit garçon. À leur désespoir devant des arbres centenaires magnifiques et pleins de vie, massacrés en quelques secondes dans le fracas métallique des pelles mécaniques et le relent étouffant des lacrymos. À toutes celles et tous ceux qui ont pris des risques, qui ont parfois mis leur vie dans la balance pour protéger le vivant, pour nous protéger tous. À toutes celles et tous ceux qui ont subi une répression inédite et indigne du pays qui se dit des droits de l'homme, dénoncée par Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement au titre de la Convention Aarhus. À toutes celles et tous ceux à qui la justice a finalement donné raison, leur résistance était juste. Non, il n'y avait pas de raison impérative majeure à toutes ces destructions. Aujourd'hui, alors que le chantier est au mieux à moitié réalisé, que le béton n'est pas encore coulé, on ose nous dire qu'il serait plus écologique de reprendre les travaux pour laisser le concessionnaire mettre en place les compensations auxquelles il est tenu. Mais de qui se moque-t-on? Des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle l'ont démontré. En France, les compensations interviennent généralement dans des sites qui sont déjà en bon état biologique, autrement dit, leur effet est quasi nul. Et en prime, un tiers des mesures de compensation seulement sont finalement réellement mises en œuvre. Et là, avec le
concessionnaire à Tosca, en plus, on a affaire à des champions. En tout, 42 rapports de manquements administratifs et 15 arrêtés préfectoraux de mise en demeure ont été prononcés en 23 mois de chantier, par exemple pour non-respect de mesures d'évitement sur des zones humides, ou encore non-respect de mesures de réduction de dégâts sur espèces protégées, justement. Et il faudrait leur faire confiance et les laisser continuer le carnage? Soyons sérieux. L'urgence est à la renaturation, à la revitalisation des terres agricoles, à la préservation de tout ce qui n'a pas été détruit, certainement pas à la poursuite des travaux. Il est l'heure de renoncer définitivement aux usines à bitume que les habitants du Tarn ne veulent pas voir polluer l'air près de leur maison, près des écoles de leurs enfants, près de leurs champs. L'heure de renoncer aux 30 000 tonnes de sable et de gravier, au déplacement de 100 000 mètres cubes de terre et aux 300 tonnes de bitume et de ciment que demande chaque kilomètre d'autoroute. Il est l'heure de réparer cette horreur monumentale et de penser les alternatives. On nous dit « il faut finir », ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Mais c'est justement parce qu'il a plus de 30 ans que ce projet est complètement dépassé et inadapté à notre réalité. Si l'opposition a pris une ampleur nationale et même internationale, si plus de 2000 scientifiques, dont des chercheurs du GIEC, ont demandé l'arrêt de la 69, c'est parce qu'elle est le symbole, la quintessence de ce qu'on ne peut plus, de ce qu'on ne doit plus faire à l'heure de l'urgence climatique. Et c'est cela que vous ne supportez pas, la remise en cause du modèle productiviste, extractiviste à tout crin, où tout est sacrifié sur l'autel des profits immédiats et auquel vous refusez de renoncer. Les grands projets d'infrastructures routières forment l'exact contraire des politiques à conduire pour lutter contre le réchauffement climatique. Toute nouvelle route induit une augmentation de trafic routier, donc d'émissions de gaz à effet de serre, et le secteur des transports, c'est 33% déjà des émissions nationales. Et le système s'auto-entretient, parce qu'il condamne les gens à l'usage de la voiture individuelle, notamment ceux qui souffrent des effets de la métropolisation, justement, de la disparition des services publics. Or, pour 8 Français sur 10, la voiture, c'est un gouffre financier. Il faudrait donc, au contraire, développer massivement le ferroviaire, les offres de transport en commun, bref, tout faire pour sortir du système mortifère du tout-voiture et du tout-camion. Alors, vous voilà entré dans une forme de rage destructrice. Une autoroute illégale pour défaut de raison impérative d'intérêt public majeur. On ne peut pas détruire la biodiversité impunément. On ferait passer les oiseaux et les fleurs avant le béton. Qu'à cela ne tienne, vous utilisez le texte tronçonneuse dit de simplification de la vie économique pour tenter de tout déclarer d'intérêt public majeur. Enfin, tout non, pas les hôpitaux et les écoles, pas les services publics, mais tous les projets industriels, toutes les routes, tous les giga data centers. Tout devient prétexte à dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. L'artificialisation des terres est aussi la première cause de l'effondrement des espèces et aggrave les inondations en empêchant la terre d'absorber les pluies diluviennes. Mais vous voulez pouvoir bétonner en paix. Arrose sur le zéro artificialisation net, vous l'avez complètement détruit lui aussi. Et avec la loi du plomb, vous signez pour le retour des pesticides les plus dangereux, pour la biodiversité bien sûr, mais aussi pour les agriculteurs, pour notre eau, pour nos enfants. Et vous consacrez l'avènement d'un élevage industriel qui concentre toujours plus d'animaux en espaces fermés, au mépris de leur souffrance, du développement des maladies, des conséquences écologiques catastrophiques dues aux multiples rejets. En ce moment, c'est une sorte d'immense feu de joie que vous faites autour de la destruction méthodique du droit de l'environnement. Félicitations, collègues. C'est officiel, la France d'Emmanuel Macron choisit les lobbies plutôt que l'avenir des générations futures. Elle suit les injonctions de l'extrême droite climato-sceptique et se hisse ainsi à la hauteur de l'Amérique de Trump. La 6e extinction des espèces, l'accélération du changement climatique, on ne veut pas savoir. Le futur de nos enfants, on verra plus tard. La parole des scientifiques qui alertent, elle est méprisée, moquée, ignorée. Vous êtes sortis de toute rationalité et vous êtes en train de plonger la France des Lumières dans le noir. Comment peut-on se draper ainsi dans l'obscurantisme alors que le changement climatique subit un coup d'accélérateur sans précédent, que les événements extrêmes meurtriers et destructeurs se multiplient autour de nous, que nos puits de carbone s'effondrent, que l'eau menace de manquer, que les pollutions gangrènent sol, air et eau, que l'effondrement de la biodiversité va 1000 fois plus vite que lors des précédentes phases d'extinction connues. Vous nous précipitez encore et toujours vers la version de l'espèce humaine la plus prédatrice, destructrice, orgueilleuse de sa toute-puissance, alors qu'aucune autre espèce sur cette planète n'organise ainsi sa propre destruction. Or, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que nos conditions de survie sont menacées, que nous avons le devoir collectif, nous législateurs, de penser une bifurcation urgente de nos modes de vie et de production, de penser autre chose qu'une A69. Le mois dernier, une étude britannique constatait la disparition de 63% des populations d'insectes sur les 3 dernières années. Même les spécialistes s'alarment d'une telle rapidité.
Mercredi dernier, l'Organisation météorologique mondiale annonçait que le réchauffement moyen de la planète devrait dépasser les plus 1,5 degrés entre 2025 et 2029. Collègues, les jeux sont faits, les accords de Paris sont déjà à l'eau. Et on sait qu'au-delà de ce seuil, on ne maîtrise plus rien, qu'on craint les effets de bascule. On ne parle pas d'un futur lointain, là, on parle des 5 prochaines années. Nous arrivons à des températures globales en moyenne annuelle que l'espèce humaine n'a jamais connues. Et à plus de 2 degrés, des conséquences irréversibles sont annoncées. D'ailleurs, même le gouvernement prétend avoir un plan pour une France à plus 4 degrés, sacré aveu d'échec après 8 ans au pouvoir et 2 condamnations pour inaction climatique. Et le Haut Conseil pour le climat, en juin 2024, jugeait déjà que la France n'était pas à la hauteur parce que, je cite, « les aléas climatiques induits par le réchauffement s'intensifient plus rapidement que les moyens mis en œuvre pour en limiter les impacts ». Et pour cause, on ne change rien à nos politiques d'aménagement du territoire, rien. La preuve avec cette loi de passage en force pour une autoroute. Mais en réalité, collègues, la loi que nous discutons aujourd'hui, c'est encore plus qu'une validation honteuse d'une autoroute illégale, inutile, anachronique et écocidaire. C'est un énième moment de bascule pour notre pays. Bascule sur le plan écologique, mais aussi et peut-être surtout bascule démocratique. Avec cette loi, c'est l'état de droit que vous bafouez sciemment. C'est l'équilibre de nos institutions que vous attaquez au Karcher. Voilà quelque temps déjà que le pouvoir exécutif macroniste s'attache à piétiner le pouvoir législatif, et notamment l'Assemblée nationale, parce qu'elle est l'émanation directe de l'expression du peuple. Il l'a d'abord réduite au silence et à l'impuissance, à grands coups de 49.3, pour passer en force des budgets toujours plus austéritaires et une réforme des retraites rejetée par l'immense majorité de la population. Puis en juillet 2024, Emmanuel Macron a tout simplement volé le résultat des élections législatives parce qu'il ne lui convenait pas. Par 2 fois, il a donc nommé un Premier ministre de droite. C'est pourtant bien un ministre de gauche que je devrais avoir devant moi aujourd'hui. Et la semaine dernière, la Macronie et l'extrême droite ont été jusqu'à inventer le 49.3 parlementaire, en déposant eux-mêmes une motion de rejet sur leur propre loi et donc en pervertissant les règles de l'Assemblée. Ils ont empêché les parlementaires de discuter une loi capitale pour l'avenir afin de la renvoyer aux couloirs obscurs de la commission mixte paritaire, petit entre-soi parfaitement opaque et antidémocratique. Et maintenant, cette loi de la honte. Avec cette proposition, voilà que le pouvoir législatif prétend s'allier à l'exécutif pour soumettre le pouvoir judiciaire. La justice a contrarié la Macronie, il faut donc la faire taire. Je vous demande, collègues, de mesurer ce que vous êtes en train de faire au-delà de ce que vous pensez de la 69. Ce type de loi de validation, normalement, sert à corriger à la marge des vices de procédure. Ici, elle prétend passer en force ce que la justice a censuré. Elle veut écraser la décision du tribunal administratif de Toulouse, déclarer illégal ce qui est illégal et interférer dans le dénouement d'un litige en cours. C'est une attaque d'une rare violence contre l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Or, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. C'est ce que nous garantit l'article 16 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette loi est donc anticonstitutionnelle, mais elle est aussi inconventionnelle, car elle n'est pas conforme aux traités internationaux. Elle bafoue l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à tous le droit à un procès équitable. Et elle piétine le droit européen, en l'occurrence la directive Habitat, et pour cela aussi, elle sera censurée, n'en doutez pas. Si cette autoroute a été déclarée illégale, c'est parce qu'elle ne respectait pas la loi, c'est tout. Monsieur le ministre Tabarot, quand vous vous permettez de qualifier cette décision judiciaire d'ubuesque au mépris de la séparation des pouvoirs, ce que vous dites en réalité, c'est votre colère à voir que le passage en force n'a pas fonctionné jusqu'au bout. C'est votre colère devant une justice indépendante qui refuse de se mettre au pas. C'est votre mépris profond pour le droit environnemental et ceux qui veulent le faire respecter, parce qu'on a osé faire passer l'intérêt du vivant, l'intérêt des générations futures devant les intérêts privés et les profits de quelques-uns. J'entends encore monsieur le rapporteur Terlier m'accuser d'être trémolo dans la voix, de ne pas respecter l'état de droit, parce que j'estimais qu'une déclaration d'utilité publique n'était pas suffisante pour évacuer la question du droit environnemental. Et pour cause, l'analyse des effets d'un projet sur la biodiversité n'est pas prise en compte dans l'analyse de son utilité publique. Maintenant, la justice a parlé, le tribunal administratif a tranché, et vous essayez, par cette loi inique, de le faire taire. Alors qui de nous, ici, méprise l'état de droit ? Avec cette loi, collègues, ministres, vous créez un précédent extrêmement dangereux. Vous nous faites basculer encore un peu plus dans l'autoritaire et vous couvrez notre Assemblée de honte. Par cette motion de rejet, nous refusons que ce soit fait en notre nom. Si vous faites adopter cette loi, ce que vous achèverez de démontrer, c'est que la séparation des pouvoirs n'est plus, que la Ve République est finie, que toutes les digues ont sauté et qu'il est urgent de passer à la Sixième République. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir ?
Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Très brièvement et très rapidement par rapport à cette motion. Première des choses, j'aimerais dire à Madame la députée que je n'ai jamais dit que cette décision de justice du tribunal administratif de Toulouse était ubuesque. J'ai dit que les conséquences de la décision créaient une situation ubuesque. Je le répète une nouvelle fois. Deuxièmement, vous dire et vous rappeler peut-être que la dernière décision de justice n'est pas celle du 27 février 2025, comme vous semblez le dire, mais celle du 28 mai dernier, qui dit que la raison impérative d'intérêt public majeur est suffisante pour reprendre le chantier. Enfin, par rapport à l'avis que vous demandez au gouvernement sur cette motion, dans le contexte juridictionnel particulier qui entoure ce dossier avec la procédure d'appel en cours devant la Cour administrative d'appel de Toulouse, le gouvernement maintient une position de réserve. Il ne m'appartient pas d'interférer dans le travail parlementaire ni dans l'appréciation souveraine que votre Assemblée pourrait porter sur ce texte. C'est pourquoi, malgré un soutien constant et déterminé à ce projet d'infrastructure pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure, le gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée nationale sur cette motion de rejet préalable, comme pour l'examen du texte. Merci, Monsieur le ministre. Pour la commission, Monsieur le rapporteur. Oui. Merci, Madame la Présidente. Simplement, quelques mots, ma chère collègue Stenbach-Ternoire, pour vous dire que sur le fond, je ne partage rien de ce que vous avez dit. Et sur le fond de cette motion de rejet, je ne partage rien de ce que vous avez pu évoquer à cette tribune. Quand vous parlez d'artificialisation, alors c'est peut-être facile pour vous, vous êtes député de la Haute-Garonne. À Toulouse, c'est 300 hectares qui sont artificialisés par an. C'est l'équivalent de l'artificialisation de l'autoroute A69 sur un projet structurant pour plus de 30 ans sur ce territoire. Et donc c'est facile quand on se situe et quand on habite Toulouse, quand on a le métro, quand on a le tramway, quand on a tous les moyens de transport, de venir faire la leçon à des territoires ruraux sur la manière dont ils devraient concevoir leur aménagement et leur développement. C'est indigne. Pensez à ces habitants qui habitent sur ce territoire. Je vous le redis ici, cette autoroute n'a pas été faite pour aller à la montagne ou pour aller à la mer. Elle a été faite pour des gens qui y habitent, qui ont besoin d'y développer et de s'y développer et d'y travailler. Prenez en considération ces éléments, chers collègues, dans l'intérêt des habitants qui habitent le sud du Tarn et qui vous ont dit à plus de 75% qu'ils voulaient aboutir sur le désenclavement du sud du Tarn par cette autoroute. Vous avez évoqué enfin sur le fond le fait que cette raison d'impératif d'intérêt public majeur ne serait pas caractérisée parce que toutes les alternatives n'auraient pas été évoquées. Encore une fois, ma chère collègue, vous mentez éhonteusement dans cet hémicycle. Je vous renvoie à l'arrêt du 5 mars 2021 du Conseil d'État qui a validé la déclaration d'utilité publique et qui a dit que dans le cadre des enquêtes préalables, toutes les alternatives avaient été évoquées et qu'il n'y avait pas autre chose à réaliser pour désenclaver ce territoire que cette infrastructure autoroutière. Je vous renvoie à cet arrêt du Conseil d'État et vous en souhaite bonne lecture. Vous avez évoqué ensuite, et Monsieur le ministre l'a relevé, que le tribunal administratif serait la dernière décision à être intervenue en disant que les autorisations environnementales devaient être annulées faute de R2IPM, de raison impérative d'intérêt public majeur. Mais c'est absolument faux. Monsieur le ministre l'a dit aussi également. La Cour administrative d'appel a prononcé le sursis exécution en estimant qu'il y avait des motifs sérieux de considérer que ce chantier de l'autoroute A69 avait bien une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc là aussi, encore une fois, vous faites une lecture tronquée des différentes décisions de justice qui ont trait dans ce dossier. Peut-être un élément quand vous parlez de respect de la justice. J'avoue que moi j'ai un peu de mal à vous suivre parce que vous n'avez eu de cesse de défendre les zadistes qui se sont installés à Saïs et à Soile, les violences qui ont été commises sur les élus, sur les entreprises de ce secteur. Vous défendez encore aujourd'hui ceux qui sont perchés dans des arbres, dans la plus parfaite illégalité, pour faire pression sur cet hémicycle. C'est honteux. Ces personnes sont des délinquants certes perchés dans des arbres, mais sont des délinquants et c'est inadmissible que vous puissiez les défendre. Alors oui, ma chère collègue. Monsieur Coquerel,
Si vous voulez prendre la parole, vous la prendrez tout à l'heure. Allez-y, Moi, j'ai tout mon monsieur le temps. rapporteur, allez-y. Simplement pour venir vous redire ici que oui, il y a un intérêt public majeur à reprendre cette autoroute, justement parce qu'il faut que le concessionnaire répare les dommages causés à l'environnement. Ces dommages, ils ont été causés à l'environnement. Le contrat de concession impose au concessionnaire Atosca de renaturer 55 hectares de boisement, à renaturer 55 hectares de zones humides, à prendre 24 hectares de compensation agricole. Donc oui, nous sommes dans l'obligation de finir ce chantier, qu'il se termine pour que ces compensations environnementales puissent se terminer. Je me permets enfin de vous dire que, comme je l'ai dit, si sur le fond je suis parfaitement opposé à cette motion de rejet, je vous avais demandé, et je l'ai fait à plusieurs reprises depuis vendredi, depuis que vous avez déposé plus de 700 amendements sur cet article unique. 700 amendements, comme je l'ai dit lors de ma discussion générale, c'est presque 48 heures de discussion et vous savez très bien que nous devons aboutir à un vote si nous voulons sécuriser les autorisations environnementales de l'autoroute A69. Et donc, contrairement à ce que j'ai pu indiquer sur le fond, je vais demander à mes collègues de voter cette motion de rejet. De voter cette motion de rejet parce que malheureusement, compte tenu de l'obstruction que vous avez réalisée en déposant tous ces amendements, il n'y a pas d'autre solution si nous voulons aller au vote, dans le cadre d'une CMP et à la suite du vote de CMP, de pouvoir aboutir et de pouvoir faire en sorte de voter ce texte sur l'autoroute A69. Je vous avais demandé instamment, mes chers collègues, de ne pas parasiter le débat, de retirer vos amendements pour que nous puissions avoir un vote. Mais vous le savez très bien, si vote il y avait eu, vous aurez perdu ce vote, comme vous l'avez perdu au Sénat et comme vous l'avez perdu en commission de développement durable et aménagement du territoire. Et donc, je ne peux tirer que les conséquences de cette obstruction, de l'absence de vote qui est aujourd'hui nécessaire pour les habitants du sud du Tarn. Et donc je prends mes responsabilités en vous disant que sur le fond, je combats votre motion de rejet, mais que évidemment, sur la forme, il nous faut la voter pour que nous puissions aboutir. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous informe que sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et puis il y a ce coup de théâtre pendant la séance, puisque la motion déposée par la France Insoumise va recevoir le soutien des députés du camp présidentiel, de la droite et même de l'extrême droite. De quoi provoquer, on s'en doute, du tumulte dans l'hémicycle. Les passes d'armes se succèdent entre défenseurs et pourfendeurs du projet. Certains crient au coup de force, évoquant un 49-3 parlementaire. La députée écologiste Christine Arrigui fustige une manœuvre du camp présidentiel en dénonçant un détournement du règlement de l'Assemblée nationale. Nous en arrivons aux explications de vote sur la motion. Je rappelle que c'est 2 minutes par groupe. Nous allons commencer par le groupe UDR avec madame Brigitte Barège. Merci Madame la Présidente. Cette motion de rejet constitue une nouvelle débandade, un acte désespéré de l'ultra-gauche face à une contre-révolution en marche. Oui, nous assistons à une révolution culturelle et législative visant à revenir sur la loi climat et résilience votée en 2021 afin de revenir à un système supportable, et le mot a son sens, en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Oui, les élus locaux de gauche et de droite, les petits et les grands, sont exaspérés par les méfaits de cette loi. Cette loi qui bloque tous les projets, qui bloque tous les chantiers. Oui, trop d'écologie a tué l'écologie. J'en veux pour preuve les débats dans cette enceinte la semaine dernière. La loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Les amendements que nous avons votés dans la loi de simplification économique, supprimant les ZFE et le ZAN pour partie. Oui, les juges nous disent que nous appliquons la loi, eh bien changeons la loi. C'est l'occasion qui nous est proposée aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui comme hier, les mêmes LFI écologistes ont déposé plus de 700 amendements pour paralyser le vote. Face à ces zélés de l'obstruction, on nous propose aujourd'hui une motion de rejet pour permettre que ce texte attendu soit voté sans délai par la CMP. Je ne peux me résoudre à cette nouvelle capitulation incompréhensible pour tous ceux qui, élus, citoyens, entreprises, sont dans l'attente de la levée de ce verrou. Je déplore devoir d'abdiquer ma mission de parlementaire pour le seul motif, certes louable, de l'efficacité.
Néanmoins, avec le groupe UDR, nous voterons pour la motion de rejet. Ce combat, je le dédie à la mémoire de Pierre Fabre, leader mondial en pharmacologie cosmétique, qui n'a jamais voulu délocaliser son siège de Castres, malgré son enclavement. Merci. C'est lui qui fut l'initiateur de ce projet, dont, hélas, il ne verra pas l'aboutissement. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Madame Manon Bouquin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je regrette profondément que nous ne puissions pas poursuivre sur la lancée libératoire de la semaine dernière, lorsque nous avons commencé à tourner la page de la paralysie qui empêche le développement de la France en votant les nécessaires exceptions aux ZAN et à la suppression des ZFE. C'est un spectacle navrant que nous donnons aux Français, aujourd'hui causé par nos collègues de gauche qui sont finalement parvenus à leur fin en empêchant le débat démocratique sur l'A69. Pourtant, la place du débat était bien ici dans l'hémicycle. Ceux qui clament à l'usurpation parlementaire de l'état de droit militent en réalité pour qu'on vide la législation de sa substance démocratique. Ils savent bien que ce projet autoroutier est l'aboutissement d'une longue série de réflexions, consultations publiques et procédures prévues par le droit. Ils savent qu'il répond à un problème bien identifié, anticipé et constaté depuis des décennies, celui de l'enclavement du bassin de vie et d'emploi de Castres-Mazamet et plus largement celui du décrochage du Tarn Sud. Ils savent que cette autoroute vient corriger un déséquilibre territorial que ne peuvent pas résoudre les infrastructures existantes. Ce fait a été démontré depuis les années 1990. Ils savent que le Parlement est tout à fait fondé à corriger l'obstacle qu'a relevé le tribunal administratif de Toulouse pour terminer le chantier si telle est la volonté démocratique. Mais nos collègues de gauche s'en fichent. Leurs œillères idéologiques les poussent à systématiquement opposer l'activité économique et l'environnement, comme si l'une aboutissait nécessairement à l'anéantissement de l'autre. Nous n'avons plus de temps à perdre dans cette doctrine de la paralysie permanente. C'est pourquoi nous ne jugerons pas la position obstructionniste de la gauche. Sauf retrait des centaines d'amendements d'obstruction qui visent à empêcher l'examen de cette loi de validation, nous voterons la motion de rejet afin qu'elle puisse être examinée par la commission mixte paritaire avec tout le sérieux qu'aurait mérité cet hémicycle. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe EPR, la parole est à Monsieur Jean-René Cazeneuve. Merci Madame la Présidente. Collègues insoumis, écolo mélenchoniste, votre ADN, c'est la conflictualisation. C'est le fracas, c'est le bruit. Votre volonté, c'est de transformer l'Assemblée nationale en ZAD. C'est l'obstruction. Et là, nous avons un exemple formidable d'obstruction. Le rapporteur nous l'a dit, plus de 700 amendements, 80 simplement pour changer le titre de cette proposition de loi. C'est une obstruction caricaturale. Mais ça n'est pas une obstruction contre le texte du rapporteur. C'est une obstruction contre le peuple du Tarn. C'est une obstruction contre les élus locaux. C'est une obstruction contre le monde économique. C'est une obstruction contre la France. Alors c'est un peu facile, évidemment, quand on est toulousain, élu de la métropole toulousaine, élu des métropoles, ce que vous êtes tous à la France insoumise, vous êtes tous élus des métropoles. C'est un peu facile quand on a accès au transport en commun de refuser à nous, les élus de la ruralité, de vivre tout simplement. Pour vous, les habitants du Tarn et de tous les départements périphériques à Toulouse, nous serions des paysans, nous serions des gueux. Et ce que vous souhaitez, c'est que nous restions dans nos campagnes. Eh bien non, chers collègues, l'A69 est un droit. C'est un cordon ombilical entre Castres et Toulouse. Un droit pour le développement économique, un droit pour l'accès aux soins, un droit pour la sécurité, un droit pour l'accès à la culture. Et à Malin, chers collègues, à Malin et demi, nous allons voter cette motion de rejet. Et je voulais vous en remercier, car grâce à vous, grâce à cette motion de rejet, ça va aller beaucoup plus rapidement en CMP. Et grâce à vous, l'A69 verra le jour beaucoup plus rapidement que prévu. Merci. Merci, monsieur le député. Pour le groupe de la France Insoumise Nouveau Front Populaire, la parole est à Madame Claire Lejeune. Merci, Madame la Présidente. Mais quel spectacle honteux et désolant vous offrez au pays avec cette proposition de loi. Mais quel spectacle honteux et désolant vous offrez au pays quand, en l'espace de 2 semaines, par 2 fois,
Vous fuyez le débat, vous fuyez en contournant les règles de cette Assemblée. Des législateurs, des députés qui sapent le fondement même de la loi. Excusez-moi, Madame Lejeune. S'il vous plaît, il va nous rester 5-6 explications de vote. On va y arriver à peu près dans le calme. J'en suis presque sûre. Allez-y, Madame Lejeune. Je le redis, c'est honteux qu'en une semaine, vous ayez par 2 fois détourné les règles de notre Assemblée pour fuir le débat parlementaire. Honte à vous! Des législateurs, des députés qui sapent le fondement même de l'autorité de la loi, qui bafouent la séparation des pouvoirs avec autant de cynisme et de légèreté, qui se permettent une ingérence aussi explicite alors que la justice doit encore trancher. Là où la force de la loi de la République et que la loi de la République, elle est générale, elle est impersonnelle. Vous bricolez là une loi d'exception, sur mesure, une loi à la carte en réaction à une décision de justice qui n'arrange pas vos petits intérêts. Quel spectacle honteux et désolant vous offrez au pays avec vos discours d'un autre temps obscurantiste qui répète comme un mantra développement économique, comme si le dérèglement climatique n'était pas une réalité scientifique, comme si l'effondrement de la biodiversité était un détail que vous pouviez balayer avec cet argument climato-sceptique, obscurantiste. Avec ces arguments anti-science, vous révélez le vrai visage de la Macronie aujourd'hui. Et donc non, ce n'est pas notre rôle de député de délibérer sur une loi qui vise à interférer dans un processus qui est celui de la justice. Nous assumons complètement cette motion de rejet, ainsi que chacun des amendements que nous avons déposés. Et si cette motion de rejet est adoptée, alors l'Assemblée nationale aura tranché. Cette proposition de loi n'a aucune légitimité, pas plus que cette autoroute. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Romain Eskenazi. Je remercie Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Avec les députés socialistes, nous avons exprimé de vives objections en commission développement durable sur ce texte pour des raisons juridiques. Oui, le texte porte atteinte au fondement de notre démocratie, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, le respect du droit européen. Le texte tente de valider rétroactivement des décisions administratives alors qu'un contentieux est en cours. Chers collègues, le dossier est sur le bureau des juges. Ça n'est plus à nous de juger de l'opportunité de ce projet. Cette motion de rejet, manifestement inopportune, centre le débat sur l'opportunité du projet, tombant dans le piège de la Macronie. Alors que l'enjeu véritable est ailleurs, ce texte doit être rejeté car il méprise l'état de droit. Par conséquent, avec cette position, en cohérence avec cette position déjà exprimée en commission développement durable, nous ne participerons pas au vote sur cette motion de rejet, non pas pour cautionner un texte que nous rejetons, mais pour refuser le cadrage qui n'est pas le bon. Ce texte doit être combattu pour ce qu'il est. Une atteinte au droit, un précédent dangereux, une brèche dans notre système constitutionnel. Et si nous le laissons passer, chers collègues, nous allons créer des précédents et justifier la validation a posteriori de manière législative de toute décision administrative. Nous sommes donc contre ce texte, mais nous ne participerons pas au vote de cette motion de rejet inopportune qui se retourne contre les opposants au texte. Merci, monsieur le député. Pour le groupe DR, la parole est à monsieur Guillaume Lepers. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. 200 000 euros par jour, 200 000 euros par jour, c'est le coût vertigineux de l'arrêt du chantier de la 69, c'est le coût de votre obstruction judiciaire. Cette proposition de loi entend mettre fin à cette obstruction pour ce projet d'autoroute. Oui, en 2025, on peut et on doit encore désenclaver les territoires, notamment les territoires ruraux. Quand ce projet fait l'objet d'un consensus en plus total localement. Les seuls opposants sont toujours les mêmes. Des élus urbains déconnectés de la réalité des territoires. Cette proposition de loi est aussi un message pour tous les territoires enclavés, ruraux dont les habitants ne sont pas des sous-citoyens. C'est le message fort que la France continuera de construire des infrastructures parce que les habitants de ces territoires ont droit d'y vivre et de s'y déplacer, parce que le travail, la production et l'innovation ne sont pas réservés aux seules grandes métropoles. Vous remettez en cause la constitutionnalité de cette proposition de loi. Mais mes chers collègues, dois-je vous rappeler qu'en matière de séparation des pouvoirs,
Le pouvoir législatif est la plume de la loi, l'autorité judiciaire en est la bouche. Ce texte répond aux 5 exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le législateur le fait dans le passé, on l'a fait d'ailleurs pour la construction du Stade de France en 93 ou encore la construction de l'A412 en Haute-Savoie. Ceux qui crient dans cet hémicycle à la remise en cause de l'état de droit, à une proposition de loi trumpiste, sont les élus qui, écharpes tricolores en bandoulière, soutenaient les zadistes dans leur occupation illégale du chantier. Alors je vous le demande, qui dans cet hémicycle remet en cause l'état de droit? Alors, mes chers collègues, ce chantier doit arriver à son terme et face à l'obstruction causée encore par nos collègues de gauche, le groupe Droite républicaine votera pour cette motion de rejet. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à Madame Christine Arrigui. Je demande une suspension de séance, s'il vous plaît. Vous avez la délégation, Madame Arrigui? Oui, tout à fait. Très bien. La séance est suspendue pour 5 minutes. Groupe écologiste et social, Madame Christine Arrigui. Merci, Madame la Présidente. Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Vous qui avez inscrit cette proposition de loi de validation à l'ordre du jour. Vous faites honte à la démocratie représentative dont le principe fondateur est la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Vous nous faites honte parce que plutôt que de modifier la loi, vous enjambez le droit et demandez à la représentation nationale de ne pas respecter une décision de justice fondée sur le droit positif, de valider une infrastructure à ce stade privé d'autorisation environnementale et demain de voter l'extinction des recours juridictionnels pour les citoyens que nous sommes, que vous êtes, toutes et tous ici présents. Alors à la chaîne des 49.3, des 47.2, des motions de rejet préalable déposées par le propre porteur du texte pour empêcher les débats, voici une proposition de loi réécrite en commission de développement durable avec le concours de LR, monsieur le ministre, puis votée par le centre, désormais décentré, et la droite élargie jusqu'au Rassemblement national. Et en séance, un nouvel amendement de réécriture de monsieur Terlier, qu'il qualifie de plus sécurisant d'un point de vue juridique, notamment en vue de l'examen de la proposition de loi par le Conseil constitutionnel, pour annuler l'amendement de réécriture précédent qu'il avait pourtant qualifié de plus abouti lors de son adoption en commission. Mais quelle mascarade à laquelle vous vous prêtez. Rappelons-le, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose comme fondement même de notre République que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, la garantie du recours n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. Et donc, dans un contexte pareil, dans un contexte de mascarade comme vous êtes en train de le faire, le groupe écologiste quittera cet hémicycle. Merci, Madame la députée. Pour le groupe démocrate, la parole est à Monsieur Éric Martineau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Déposer des amendements relève du libre exercice du mandat parlementaire, mais en déposer des centaines sur un article unique à la seule fin d'empêcher son examen, ça s'appelle de l'obstruction. En déposer des centaines dont certains visent à faire entrer en vigueur le texte après 2100, alors que le projet dont il est question est attendu depuis les années 90, ça s'appelle de l'obstruction. Et ajouter à cela le dépôt d'une motion de rejet préalable, c'est encore plus de l'obstruction. Alors que ce projet d'A69 appelle à une réponse de notre part, cette proposition de loi vise à valider les autorisations environnementales de 2023 pour un projet attendu depuis les années 90 par les élus et les acteurs du territoire de Castres-Mazamet. Bassin de vie de plus de 110 000 habitants, seul bassin d'Occitanie de cette importance situé à plus d'1 heure du réseau autoroutier, du réseau TGV et de Toulouse. Un projet terminé à 70% avec plus de 390 millions d'euros déjà dépensés, soit près de 70% du total, et dont la remise en cause engendrerait des impacts environnementaux importants, n'en déplaise aux opposants du projet, sans compter celui sur nos finances publiques dans un contexte contraint que nous connaissons tous.
tous. Je souligne 2 points essentiels pour le groupe Les Démocrates. Cette proposition de loi respecte les dispositions constitutionnelles et l'état de droit, et respecte les dispositions en vigueur en matière de droit de l'environnement, et notamment de compensation environnementale pour ce type de projet. Nous aurons sans doute à nous interroger collectivement sur l'opportunité de nouveaux projets autoroutiers, mais ici nous avons la possibilité et la responsabilité de débattre à l'Assemblée. Cette responsabilité de motion de rejet, c'est la France insoumise qui la porte. La volonté d'obstruction, plus de 700 amendements, ce sont les mêmes qui la portent. Et c'est vous seuls qui porterez cette responsabilité. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Horizon, la parole est à monsieur Vincent Thiébaut. Madame la Présidente, mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de m'exprimer sur le fond du sujet. Au sein du groupe Horizon, nous croyons, nous, à l'intelligence territoriale, à celle des élus locaux. Nous parlons ici d'un projet qui est porté par l'ensemble des élus d'un territoire, que ce soit président de région ou autre, de quel que soit en termes de parti politique. Et nous devons respecter aussi ce choix qui est porté depuis 30 ans. Permettez-moi aussi de pointer les incohérences. Nous sommes ici, dans l'hémicycle, souvent animés par des débats sur la problématique de la fracture territoriale, en se plaignant qu'il n'y ait plus assez de services sur le territoire, qu'il n'y ait plus assez de médecins, que les jeunes doivent quitter le territoire pour aller vers la métropole, qui de plus en plus s'étouffe et s'étend, et je connais bien la problématique de Toulouse. Faut qu'on soit cohérent. On ne peut pas d'un côté dire qu'on veut offrir la chance de l'égalité territoriale et en même temps ne pas permettre au territoire de pouvoir se développer, maintenir des services et maintenir leur jeunesse sur le territoire. Pour cette raison-là, effectivement, nous sommes favorables au projet qui est porté par l'ensemble des élus locaux de tous les partis sur le secteur. Concernant cette motion de rejet, c'est quand même assez aberrant de voir aujourd'hui que nous rejetons le débat, que nous sommes dans un déni de démocratie. La motion de rejet, ce n'est pas nous qui l'avons déposée. Ce n'est pas nous qui l'avons déposée. Nous étions prêts à aller au débat. Alors il est vrai que derrière, vous nous offrez l'opportunité de pouvoir éviter une obstruction par des centaines d'amendements et pouvoir permettre ce projet de pouvoir aller continuer de vivre sa vie au niveau de la commission mixte paritaire. Pour ces raisons-là, et parce que derrière, nous avons aussi des travaux à mener qui ont leur portée aussi importante pour des acteurs derrière avec des lois qui arrivent, nous voterons cette motion de rejet. Merci. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Lyot, la parole est à monsieur David Topiak. Madame la Présidente, l'examen de cette proposition de loi de notre collègue sénateur Philippe Folliot se fait en parler d'une activité judiciaire importante pour ce projet, puisque la Cour administrative d'appel de Toulouse a donné un avis favorable à la reprise immédiate des travaux. Le débat autour de l'A69, ce tronçon de 53 km, a fait couler beaucoup d'encre et suscite un débat passionnel dans lequel il nous faut ramener de la rationalité et du pragmatisme. Ce projet, rappelons-le, a fait l'objet d'une intense concertation. Le processus a commencé dès 2007. Il a suscité des débats passionnés autour d'enjeux environnementaux certes réels, mais qui parfois ont ignoré la réalité des besoins d'un territoire très enclavé, le bassin castrais. Au-delà du débat consistant à évaluer si le modèle de l'autoroute est un modèle dépassé, il est aussi honnête de rappeler que ce projet répond à une attente forte de la population sur un bassin castrais en grande difficulté économique et sociale. Je terminerai par les conséquences financières résultat d'un arrêt du projet alors que les travaux ont démarré. Est-ce vraiment pertinent aujourd'hui d'arrêter un projet aussi avancé? Nos collègues sénateurs chiffrent le coût de l'interruption à 200 000 € par jour. D'autres contestent ce chiffre. Ce qui est incontestable en revanche, c'est aujourd'hui que plus de 300 millions d'euros sur les 450 prévus ont été investis. 54% des terrassements et 70% des ouvrages d'art ont déjà été réalisés. De plus, en cas d'interruption du projet, il faudra résilier le contrat de concession de la société Atosca. L'État et les collectivités devront l'indemniser pour le préjudice subi, à savoir le remboursement de capitaux engagés et la compensation de perte de rémunération d'un contrat de 65 ans.
J'associe notre collègue Philippe Bonnecarrère à mes propos, député du Tarn, et j'affirme que le groupe Lyot votera très majoritairement pour cette motion de rejet préalable. Nous avons trop tardé et en commission, nous avons très fortement exprimé un soutien à ce texte de loi. J'espère que nous pourrons aboutir aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur le député. Et enfin, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, la parole est à monsieur Édouard Bénard. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de paraphraser Monsieur le ministre des Transports. Cette situation est totalement ubuesque, car pour justifier le chantage à la CMP qui se traduit ce soir en coup de force, nous pouvons lui répondre et nous perdre en arguties juridiques. Une chose est sûre cependant, dans un moment où la tentation autoritaire progresse, où l'efficacité est érigée en valeur et prime sur le droit au détriment des droits élémentaires des citoyens à contester l'arbitraire du pouvoir. Ce texte de contournement franchit une ligne rouge à laquelle il nous faut opposer tant la force du droit que l'exigence républicaine. Alors, chers collègues, au-delà de l'A69, ouvrez les yeux. Un pareil texte pose une dangereuse jurisprudence et ce moment que nous vivons ce soir laissera des traces. Cela nous motive, nous, au groupe GDR, à maintenir notre vote de rejet, non pour échapper au débat, mais parce que, comme Montesquieu, nous affirmons qu'il nous faut que par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir. Merci, monsieur le député. Je mets aux voix la motion de rejet préalable. Je vous laisse regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 179, exprimé 176, majorité 89, pour 176, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté cette motion de rejet préalable. En conséquence, la proposition de loi est rejetée. Madame la présidente Panot pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 100 de notre règlement sur la bonne tenue des débats. Cela fait maintenant 2 fois que vous détournez la motion de rejet en 49.3 parlementaire. Et je dois vous dire que même si vos magouilles sont minables, il y a 2 choses que vous n'avez pas vues en faisant cela. La première, c'est que vous nous avez offert une victoire et que le seul vote de l'Assemblée nationale sur la 69 a été de rejeter ce texte et donc que ce texte est illégitime et doit être retiré. La deuxième, c'est que si vous vous entêtez, nous irons au Conseil constitutionnel, notamment sur la sincérité des débats et le droit d'amendement, et que le Conseil constitutionnel ne pourra que retoquer ce détournement manifeste, flagrant et choquant de la procédure que vous êtes en train de faire. Donc faites attention à ce que vous faites, parce que non seulement vous piétinez la démocratie, mais vous êtes en plus de vous réduire à des députés Playmobil. Merci, monsieur le député Cazeneuve, pour un rappel au règlement. Chers collègues, il va falloir venir avec un imperméable à l'Assemblée nationale. C'est l'arroseur arrosé. Pour qui vous vous moquez? Vous êtes des professionnels de l'obstruction. Vous êtes des professionnels des motions de rejet. Vous en avez déposé 16 ou 17 simplement depuis le mois de juillet. Et vous regrettez maintenant qu'il n'y ait pas de débat. De qui vous moquez-vous? Quant au Conseil constitutionnel, chère présidente, vous savez très bien qu'il a validé la motion de rejet sur la loi d'immigration. Donc votre propos n'est pas adapté. C'est un besoin fondamental des territoires. Nous sommes fatigués d'avoir en permanence ceux qui habitent les métropoles, ceux qui habitent Toulouse, qui donnent des leçons aux campagnes et aux territoires. Monsieur Bonnecarrère pour un rappel au règlement. Monsieur le député, allez-y. Allez-y, monsieur le député. Oui, merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 100 et de la bonne tenue des débats, autorisez-moi à regretter qu'un député, certes non inscrit,
co-rédacteur de la proposition de loi, n'ai pas été autorisé à m'exprimer alors que je figurais sur le dérouleur de l'agent jaune et que représentant la majorité des électeurs de la ville de Castres, il m'aurait paru légitime de pouvoir aussi avoir le droit à la parole. Merci, Madame la Présidente, de votre attention. Merci, monsieur le député. Malheureusement, dans les explications de vote, ce sont seulement les groupes qui peuvent s'exprimer. Comme vous êtes député non inscrit, ça n'était pas possible et vous étiez inscrit pour la discussion générale qui n'a pas eu lieu compte tenu de l'adoption de la motion de rejet. Monsieur Terlier, vous souhaitiez prendre la parole pour un rappel au règlement? Non, pas du tout, Madame la Présidente. Alors, vous n'avez plus la parole en tant que rapporteur puisque la loi a été rejetée. Donc, il vous faut faire un rappel au règlement. Allez-y. Sur le fondement de l'article 100 et la bonne tenue de nos débats, Madame la Présidente, simplement pour répondre à Madame Panot, vous ne convaincrez personne, Madame Panot, c'est l'arroseur arrosé. Vous avez déposé cette motion de rejet, vous l'avez maintenue et vous auriez pu la retirer. Vous avez décidé de la maintenir, nous avons voté et au fond ce vote. C'est pas sur le fond de la motion de rejet, Madame Panot, vous l'avez bien compris. C'est pour l'autoroute A69 que ce vote a eu lieu. C'est pour l'autoroute A69, c'est pour les habitants du sud du Tarn que nous avons voté aujourd'hui et que nous aurons un texte issu de la CMT et un vote à l'Assemblée nationale. Madame Panot, arrêtez de dire qu'il n'y a pas eu de vote. En commission des DAT, nous avons eu un vote large pour cette proposition de loi de validation. L'arroseur arrosé, Madame Panot. La prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant de déposer une motion de rejet et plus de 700 amendements sur près de 700 articles. J'en profite pour remercier le sénateur Philippe Folliot qui est présent et qui assiste à nos débats et évidemment mon collègue Philippe Bonnecarrère, co-rédacteur de cette proposition de loi de validation. Encore une fois, mes chers collègues, merci pour votre soutien. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Moi aussi, je voudrais saluer la présence de l'auteur de la PPL au Sénat. Merci, le sénateur Folliot. J'aimerais saluer le rapporteur pour son travail et bien sûr Philippe Bonnecarrère qui n'a pas pu s'exprimer mais qui est un ardent défenseur du projet. Je ne peux que vous souhaiter une bonne CMP et surtout une bonne fin de soirée, mais sans moi. Merci. Le débat n'a donc pas eu lieu à l'Assemblée nationale sur cette proposition de loi très controversée qui vise à valider le chantier de l'A69. Les 700 amendements qui avaient été déposés n'ont donc pas été examinés. Le texte va maintenant être transmis à une commission mixte paritaire de députés et de sénateurs qui vont devoir se prononcer sur le texte. Le feuilleton va donc se poursuivre. On suivra tout ça bien sûr sur LCP et n'oubliez pas le 6 juin LCP, c'est sur la 8. À bientôt. Ciao ciao.